Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous avons chacun et chacune d'entre nous une histoire familiale qui influence notre vie actuelle. Et si l'arbre pouvait être un guide pour nous la révéler? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Chantal Motto, psychopraticienne, coach, formatrice et psychanalyste jungienne, s'appuyant sur sa longue expérience de thérapeute familiale et sa connaissance des symboles. Elle nous propose dans son ouvrage « Accueillez les messages de vos arbres totems pour faire la paix avec votre histoire familiale » paru aux éditions Vega, une grille de lecture de la psychogénéalogie absolument inédite. Notre arbre de naissance ou notre arbre préféré nous donne des clés pour comprendre notre histoire familiale. C'est un voyage initiatique construit autour de l'archétype de l'arbre, à la rencontre de nous-mêmes et de notre histoire. Il nous encourage à vivre en paix avec notre famille. Bonjour Chantal et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci de m'avoir invitée, avec grand plaisir. Alors, vous êtes l'auteur de « Accueillez les messages de vos arbres totems pour faire la paix avec votre histoire familiale » paru aux éditions Vega. Quelle en est la genèse? Alors, ce livre est né d'une idée, en fait, que j'ai eue parce que je travaille pas mal en tant que psychothérapeute jungienne. Je travaille pas mal sur le symbole, les symboles et les décodages des symboles. Et l'arbre est un grand symbole archétypal, qui montre à la fois notre lien entre ciel et terre, qui montre notre verticalité, nos aspirations. Voilà. Et puis, l'arbre, il apporte énormément de choses, de ressources à l'humanité. Et puis, de l'autre côté, je travaille aussi beaucoup sur une psychogénéalogie, notamment avec les constellations familiales, où là, on va débroussailler les histoires familiales pour être un petit peu plus à l'aise dans sa vie. Et on parle beaucoup d'arbres généalogiques. Et voilà. Et donc, je me suis dit, il y a sûrement un pont à créer entre la symbolique de l'arbre et ce que l'on peut trouver dans les arbres généalogiques, dans les structures psychogénéalogiques. Et donc, m'est venue l'idée de créer ce pont où les racines de l'arbre vont parler de nos racines familiales, où les feuilles de l'arbre vont peut-être nous parler de comment on écrit notre histoire sur les feuilles de la famille, où les branches de l'arbre vont parler de toutes les ramifications familiales. Voilà, et puis à partir de là, j'ai creusé et puis j'ai élaboré cet ouvrage. Et justement, en quoi consiste l'approche de l'arbre généalogique? Alors, l'arbre généalogique, donc l'approche de l'arbre généalogique, c'est vraiment un instrument, je dirais, d'information et de base pour comprendre en fait sa psychogénéalogie. Donc, la psychogénéalogie, c'est le champ de la psychologie en rapport avec les origines familiales, les structures familiales, tout ce qui s'est passé dans nos antécédents, les ancêtres, les parents, les grands-parents, etc. Et l'arbre généalogique, je dirais que c'est une base d'information où les gens vont aller chercher dans la structure de leur famille des informations. L'intérêt de faire un arbre généalogique, c'est de pouvoir trouver des correspondances, déjà de pouvoir mettre un peu au clair nos origines. Parfois, c'est pas simple pour certaines personnes de savoir d'où on vient, qu'est-ce que faisaient les parents, les grands-parents, les ancêtres, dans leur enfance, dans leur jeunesse, dans leur mariage, dans leur vie, dans leur métier. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'avoir déjà une connaissance. Et puis ensuite, c'est d'avoir peut-être une lecture et une analyse de qu'est-ce qui pourrait résonner dans notre vie actuelle
par rapport aux vies des prédécesseurs. Et notamment, on va peut-être trouver des correspondances de métiers, des correspondances de dates, des correspondances d'événements. Et on va se dire, tiens, c'est bizarre, je me suis mariée le même jour que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, ou voilà, où je suis née le jour où telle personne est décédée. Où systématiquement les femmes de la famille ont toutes eu tel et tel événement. Voilà, donc c'est une base d'information sur laquelle après on va travailler. Nous, en tant que voilà, dans les séances de thérapie, on va travailler à donner du sens, à comprendre les correspondances, à voir qu'est-ce qui peut être transmis comme héritage donc psychologique, psychique, comme héritage aussi voilà, d'événements. Voilà, donc en fait, c'est mettre en lien sa vie avec la vie de nos prédécesseurs. Et il y a quelque chose qui me vient, je me dis en fait, ça permet aussi peut-être de voir certains schémas qui peuvent se répéter de génération en génération, parce que parfois c'est le cas en fait. Carrément, 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 carrément. Et là, on est carrément dans la psychogénéalogie et c'est un peu l'idée du coup, de l'arbre psychogénéalogique, hein, c'est de, voilà, trouver qu'est-ce qui correspond à nous dans notre vie actuelle, donc en lien, qu'est-ce qui va correspondre de notre vie en lien avec la vie des ancêtres. Et effectivement, on va tomber sur ces schémas qui se répètent, sur ces coïncidences, voilà, qui sont en fait pas vraiment des coïncidences, mais qui font vraiment partie de ce qu'on appelle, ce que Jung a appelé l'inconscient collectif. Et donc, en naissant dans un collectif qui, bien sûr, va raconter des histoires, qui va parler de plein de choses. Donc, il y a cet inconscient, il y a le collectif qui va parler, et puis il y a le collectif qui va un petit peu moins parler, mais qui va comporter et stocker des informations néanmoins dans ce qu'on a appelé donc l'inconscient collectif, c'est-à-dire que c'est voilà, c'est là, ça fait partie de l'histoire, ça n'a pas forcément été raconté, ça n'a pas forcément été dévoilé, mais en attendant, quand on est dans ce collectif, on hérite un petit peu comme on hérite par l'ADN, hein, de certaines caractéristiques physiologiques, physiques, voilà. Eh bien, on va hériter par une forme d'ADN psychique de certaines choses que l'inconscient collectif transporte ou a stocké. Et donc, ces schémas qui se répètent, ça va correspondre au fait que, oui, on vient de là, et donc, on peut répéter certaines choses. Et justement, que permet d'étudier la métaphore de l'arbre? Alors voilà, donc la métaphore de l'arbre, elle va nous donner, enfin moi tel que je l'ai envisagé, hein, c'est que à partir de certains éléments de l'arbre, on va prendre la dimension symbolique et ensuite on va, c'était le travail de recherche que j'ai fait en me disant qu'est-ce que ça peut donner sur une structure familiale. Donc par exemple, des racines qui vont descendre très très profondément, symboliquement, ça va peut-être nous dire tiens, peut-être que mes racines généalogiques elles descendent très profond, donc peut-être que je peux remonter très loin dans mon histoire familiale et comprendre, voilà, peut-être sur des vieilles structures, des anciennes structures, il y a peut-être beaucoup de choses que justement ces anciens peuvent transmettre. Si au contraire on a des racines qui, comme par exemple le pin, hein, qui peut vraiment se développer en racines légères et sur des sols très très pauvres, on va se dire tiens, peut-être que ma famille a développé une capacité à se développer sur de la pauvreté ou sur des
des choses difficiles à vivre, mais voilà, robustes, ils ont tenu le coup, ils ont pu se développer, ils se sont adaptés. Voilà. Après, on a le tronc. Donc, le tronc, c'est la structure familiale. Par exemple, il y a un arbre qui est le charme, hein, qui a un tronc en forme de moule à Charlotte. Hein. Donc, tiens, on peut se dire, bah tiens, peut-être que moi, dans ma structure d'aujourd'hui, peut-être que je suis aussi façonnée avec ce moule. Hein, tout ce que les anciens m'ont façonné, bah peut-être que je l'ai, et puis que ça compose ma structure, que ça alimente ma structure. Je parlais des feuilles tout à l'heure. Hein, les feuilles, on peut faire le jeu de mots avec les feuilles, bah, c'est ce qu'on écrit sur des feuilles. Hein, donc, dans les feuilles de l'histoire, sur les feuilles des cahiers intimes et des livrets de famille, eh bien, on a forcément consigné plein de choses. On a, voilà. Et puis, qu'est-ce que l'histoire familiale a alimenté? Comment ça a nourri les différentes générations? Comment ça continue à nourrir encore aujourd'hui, de la même façon que par leur travail voilà, de synthèse et d'alimentation, les feuilles sont très utiles pour l'arbre et pour le nourrir et pour le faire respirer, nous faire respirer aussi d'ailleurs. Voilà. Donc, en transposant en fait les éléments métaphoriques, on peut avoir comme un profil, comme des silhouettes voilà, de familles en correspondance avec des silhouettes d'arbres. Je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, comme approche, ayant lu votre livre, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Enfin, voilà, je le dis au passage. Et justement, par rapport à ce que vous nous avez présenté, quels impacts peuvent avoir les loyautés familiales dans notre construction personnelle? Parce que finalement, il y a un réel lien, en fait. Oui. Alors, effectivement, c'est une très bonne question parce qu'on est au cœur de la psychogénéalogie avec les loyautés. Donc, on va prendre un regard systémique en considérant que la famille, et la famille au sens large, voilà, avec aujourd'hui, avec les ancêtres, voilà, est un système. Donc, un système vivant où les choses sont interdépendantes, interconnectées. Et je disais que chaque personne qui naît dans un collectif, dans un système familial, va récupérer aussi comme une ADN psychologique. Et donc, la loyauté, elle va s'inscrire dans ce schéma d'attachement à un système psychogénéalogique ou un système généalogique. C'est-à-dire que par loyauté, on va faire un petit peu comme la famille a dit qu'il fallait faire. Ou par loyauté, si il y a eu des événements catastrophiques dans la famille, et on en a dans l'histoire, on en a forcément, avec ce que les guerres ont pu créer, avec ce que les accidents ont pu générer, avec des morts brutales, voilà. Et donc, par rapport à ces événements tristes, les loyautés vont peut-être mettre en rapport certaines personnes et l'histoire de certaines personnes avec les antécédents, un peu comme une fidélité. Bon, mes ancêtres ont été malheureux, n'ont pas gagné beaucoup d'argent, donc moi, je vais pas gagner beaucoup d'argent parce que sinon, je leur manquerais de loyauté. Ou dans ma famille, voilà, les femmes étaient plutôt comme ceci, comme cela. Bon, par loyauté à ces femmes, je vais être moi aussi une femme comme ceci, comme cela. Voilà, donc les loyautés ont un rôle très important. Et puis, on parle de loyauté invisible. Souvent, on ajoute le qualificatif invisible pour montrer que tout ça est bien inconscient. C'est-à-dire qu'on se voit agir par loyauté, par attachement, par fidélité, mais bien souvent, voilà, et c'est pour ça que faire des correspondances entre sa vie et la vie des générations au-dessus est intéressante parce que on peut se rendre compte que certaines de nos actions
sont là par loyauté, par acte de loyauté. Alors la loyauté, c'est très beau, c'est très chouette, voilà, en attachement, super, mais en même temps, ça peut empêcher. Je prenais les exemples de ceux qui s'interdisent de l'argent, par exemple, ou s'interdire de faire certains métiers, s'interdire de réussir, ou s'interdire d'être heureux en couple, parce que voilà, il peut y avoir des interdits comme ça qui sont posés, et donc du coup, ça va être un travail que de continuer à être en amour avec sa famille, mais pas forcément en loyauté avec tout. Et dans votre ouvrage, vous parlez de l'équilibre du système. Est-il justement nécessaire de le remettre en question pour pouvoir se connecter ou se reconnecter à sa propre essence? Oui. Alors, l'équilibre du système, ça continue un petit peu voilà, ce qu'on vient d'évoquer. Alors, un système, en tant que système vivant, on constate ça chez les humains, chez les animaux et même, voilà, même chez les plantes. Un système vivant, il a pour premier objectif de vivre et de survivre. Ça, c'est vraiment voilà, la base du vivant, c'est la vie. Et donc, par rapport à tout ce que, en tant que être vivant, par rapport à tout ce que nous vivons, eh bien, il va y avoir une première priorité absolue qui va être de maintenir la vie ou de survivre. Et donc, le système va organiser un certain équilibre pour, voilà, aller vers cette vie, vers cette survie et puis la maintenir. Et donc, un équilibre de système va être très puissant puisque ça va nous maintenir en vie. Génial. Sauf que pour rester en vie, peut-être qu'on est obligé de faire des aménagements et peut-être que l'équilibre que l'on a trouvé est un équilibre qui entraîne aussi des dysfonctionnements. Par exemple, quand on voit dans certaines familles ou dans certains couples, on voit que ça tient. Mais on peut voir que les gens, ils sont peut-être pas forcément très, très heureux. Alors, c'est sûr que la vie, elle est maintenue, la survie, elle est maintenue, mais voilà, l'équilibre est là. Ils ont trouvé un équilibre. C'est très bien. Mais peut-être que justement, pour gagner un petit peu en joie ou en lumière, voilà, peut-être qu'il faudrait de temps en temps remettre en cause l'équilibre pour voilà, pour aller peut-être vers quelque chose de plus de l'ordre de la vie que de la survie. D'où l'intérêt de comprendre le système dans lequel on est né, parce que peut-être que ce système, il a imprimé en nous des notions d'équilibre qui ont fonctionné très bien, mais qui un jour pourraient être remises en cause pour peut-être fonctionner encore mieux. Et c'est vrai que c'est très juste parce qu'on peut être dans un système où on est en mode survie sans même nous en rendre compte, en fait. Et finalement, pour se reconnecter à ces élans de vie, à cette joie intérieure, etc., c'est se mettre, j'allais dire, c'est comme actionner le mode vie, en fait, tout simplement, se laisser traverser par la vie. Et c'est vrai c'est pas la même chose, l'énergie qu'on a à l'intérieur de soi n'est pas du tout la même. Donc c'est vrai que c'est très intéressant mais c'est pas facile, je pense. Enfin, l'ayant vécu, j'en parle en connaissance de cause, c'est pas facile de mettre la lumière sur ça, en fait. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est tellement de remise en question. Et puis, l'équilibre, il fonctionne. On l'a trouvé, il fonctionne. Donc, on a toujours l'incertitude si on remet en cause quelque chose, mais est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, c'est l'inconnu. Complètement. Et puis, comme vous disiez, l'intérêt, c'est de se maintenir en vie. L'inconnu fait que si on n'est pas suffisamment sécure à l'intérieur de soi, ça disjoncte, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ou on ne prend pas le risque parce qu'on n'est pas sûr que la survie soit maintenue, quoi. Ouais, exactement. Et justement, dans votre ouvrage, vous guidez le lecteur afin qu'il puisse identifier son arbre totem.
Et dans le descriptif de chaque arbre totem, vous parlez de l'arbre de vie et de l'arbre psychogénéalogique. Même si vous en avez un petit peu parlé, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, bon, c'est des titres que j'ai donnés pour parler de deux choses. Donc, à travers l'arbre de vie, donc une fois qu'on a trouvé son arbre totem, ou ses arbres Oui. totems, donc on va dire on a notre arbre favori, notre arbre de naissance, voilà, on a trouvé l'arbre. Avec l'arbre de vie, je parle d'une première chose, c'est quelles sont les caractéristiques générales de l'arbre, symboliquement, qui peuvent influencer notre vie. Voilà, c'est-à-dire en affinité avec l'arbre, eh bien, voilà, on est comme ceci, on est comme cela, voilà, on est tendre comme le tilleul ou on apaise comme le tilleul, voilà, on est fort et robuste comme le châtaignier, voilà, on a des attributs comme ça avec lesquels on se sent vraiment en accointance dans notre vie de tous les jours. Et l'arbre psychogénéalogique, donc c'est plus le travail de recherche que j'ai fait en prenant les caractéristiques de l'arbre et en les transposant sur l'histoire de la famille, mais qui remonte donc dans le passé. Donc au niveau des parents, des grands-parents, des ancêtres, voilà un petit peu ce que je disais avec les racines, elles sont comme ceci, comme cela. Qu'est-ce que ça va donner sur mes racines familiales? L'histoire de la famille, comment elle a été écrite? Qu'est-ce qu'on a raconté au fil des générations? Voilà, ça va un cran plus loin, je dirais, que les caractéristiques générales de l'arbre qui sont là présents dans notre vie pour aller vers donc des caractéristiques plus familiales. Et je trouve effectivement très intéressant quand on lit votre livre, c'est vraiment une rencontre avec soi-même en fait. Même, Oui, enfin, moi par exemple, je veux dire, enfin, j'ai fait un certain travail sur moi, donc je peux dire que je me connais relativement bien, même si j'allais dire c'est le travail d'une vie, la connaissance de soi, elle est loin d'être finie. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment des choses que j'ai pu lire qui ont vraiment résonné. Je me suis dit, ah oui, tiens, ça peut proposer aussi, je trouve, au lecteur une autre lecture, une autre grille de lecture. Donc, du coup, un autre angle de vue que ce qu'on aurait pu avoir jusque-là. Donc, je trouve ça intéressant, en tout cas, ouais, de ce que j'ai pu, j'allais dire, goûter oui. en lisant le livre et en regardant justement les arbres qui résonnaient pour moi. Donc, ouais, Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, le but, c'est vraiment voilà, de se connecter à l'essence de nous-mêmes, finalement, c'est ça. par Ouais. par ce biais-là, qui est un biais métaphorique et qui est une voie d'accès un peu plus, enfin, originale, quoi, voilà, un peu plus décalée, hein, Mm, voilà, en passant par l'arbre et puis c'est bien fait parce que, voilà, quand même, c'est grâce aux arbres que l'humanité existe, hein. exactement. Donc, voilà, donc merci. Et pour illustrer vos propos, pourriez-vous nous donner un exemple d'arbre totem? Alors, eh ben, écoutez, oui, j'ai regardé dans le calendrier juste avant notre entretien. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre Mhm. et l'arbre totem de ceux qui sont nés d'après le calendrier celtique du 18 octobre, c'est l'érable. Donc déjà, par la couleur, je trouve ça super intéressant. Mm. Parce que l'érable, c'est vraiment les très belles couleurs comme il y a au Oui. Canada, hein, Mm. ce rouge flamboyant, ces couleurs lumineuses. Donc déjà, ça va nous donner des indications sur voilà sur toute la force et la vitalité que l'on peut avoir ou dont on a pu hériter. Ensuite, bah, on a le fameux sirop d'érable. Mm. Qui va parler de ce que on peut produire de doux et de bon. Voilà, donc aussi bien ce que les générations ont pu au fil du temps faire couler.
dans leur sève pour que nous puissions récupérer ce sirop, donc une certaine douceur, voilà. Après, je me suis amusée aussi avec les mots, les noms des arbres. Je me suis amusée avec ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Alors, ça tombe bien parce que les oiseaux se nichent dans les arbres. Et la langue des oiseaux, c'est d'aller chercher derrière les mots, les premiers signifiants des mots, d'aller chercher d'autres signifiants en décomposant autrement les mots. Et dans érable, on a le rable. Donc, le rable est un instrument qui permet de ratisser. Donc, peut-être que dans ma vie d'érable, je vais aller ratisser des choses et collecter des choses qui appartiennent au passé pour en fabriquer un sirop qui soit bon, pour en faire un petit peu mon miel de tous les jours, on pourrait dire. Voilà, on a aussi le rable. C'est tomber sur le rable de quelqu'un, c'est provoquer une surprise. Voilà, donc peut-être que les gens natifs de l'érable aiment les surprises, aiment les découvertes. Et peut-être que, en allant fouiller dans mes antécédents, peut-être que je vais trouver aussi certaines découvertes et peut-être que je vais apprécier certaines découvertes en partant dans les ratissages des racines et des antécédents. Voilà, quelques mots en résumé pour l'érable. Et ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, on n'est pas parlé là, mais c'est vrai que vous proposez aussi à la fin de chaque arbre totem une méditation. Oui, tout à fait. Donc, en m'inspirant de ce que l'arbre pouvait dégager en termes d'énergie, ce qui peut aussi nous prodiguer comme conseil avec toutes ces aptitudes. Il y a des arbres qui ont des aptitudes assez fabuleuses en termes de résistance à l'eau, au vent ou par leur vertu curative. Il y a beaucoup d'arbres qui sont utilisés pour les soins. Donc soit en substance médicinale. Donc en m'inspirant de tout ça, donc de toutes les vertus des arbres, j'ai bâti quelques méditations pour aller en accord avec tout ce que l'arbre peut nous prodiguer, aller chercher au fond de soi ces ressources-là et puis pouvoir les ramener à la conscience et à l'énergie de tous les jours. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange ? Le mot de la fin, c'est l'essence. Le mot qui me vient, c'est l'essence. Donc d'aller se connecter à des essences qui nous entourent, qui sont essentielles. Et d'ailleurs, les arbres savent aller dans les essences du ciel aussi, aller prendre l'énergie du ciel. Donc s'élever, s'épanouir, grandir, de la même façon que on va trouver une essence de nous-mêmes qui va être peut-être issue de tout ce qu'on nous a transmis, une essence qui vient de la sève, et que en mélangeant toutes ces essences, ça nous aide à nous épanouir. Ça me parle beaucoup. En tout cas, un très très grand merci, Chantal. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, vraiment. Merci Sophie. Et pour nos auditeurs, s'ils veulent en savoir plus, je les invite à découvrir votre ouvrage « Accueillez les messages de vos arbres totems pour faire la paix avec votre histoire familiale » qui est paru aux éditions Vega. Et donc, il y aura de toute façon toutes les informations sur ce podcast. Donc, encore un grand merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!